C'est Arnais, c'est la galère, et leur train c'est la misère. Il ne faut pas être trop grand, sinon on va trop grand. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire ici? Oh putain de bordel. Il y a du haro. Ah, y'en a qui l'attendaient cette vidéo, hein. Je sais qu'il y en a qui l'attendaient, ouais. Et ben voilà, incroyable, elle est là. Aujourd'hui, les petits gars, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, comme perdu dans un univers parallèle. Oh, une dimension parallèle sans coronavirus, je veux plus jamais la quitter. Et d'ailleurs, c'est la vidéo qui m'aura demandé le plus de taf à l'heure actuelle sur la chaîne. Et ouais, pour ceux qui savent de quoi il en retourne, c'est un format un petit peu spécial. Cette vidéo, c'est ma façon à moi de fêter le premier anniversaire de Silverwood Valley. Alors pour ceux qui se demandent encore ce qu'est Silverwood Valley, bah dans un premier temps, j'espère que vous êtes bien sortis de votre grotte, et dans un deuxième temps, c'est une série de Coaster's World. Une série débutée le 5 avril 2020 et qui portait sur un parc fictif créé sur Planète Coaster. Et donc l'idée c'était de suivre la construction de ce parc avec eux. Une construction et donc une série qui se sont étalées sur 9 mois. Une série de 50 épisodes sans compter les lives en plus, hein. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'avec Benji de Coaster's World, on a eu la même idée. Et ouais, parce qu'en regardant la série en mai de l'année dernière, je me disais que ça pourrait être amusant de faire un trip du double sur Silverwood Valley. Et donc un trip du double fictif quoi. Et donc j'ai pas été le seul à le penser puisque quelques mois plus tard, Benji est venu me voir en me disant ce serait bien que tu fasses un trip du double sur Silverwood Valley. Ah bah les grands esprits se rencontrent, hein. Voilà, on est début avril 2021, soit presque un an après la sortie de la première vidéo de cette série, et donc bah c'est ma façon à moi de rendre hommage à Silverwood Valley. Et donc au travail accompli par tous ceux qui ont bossé dessus, donc Luke, Benji, First Drop, Flames, Madadax, Matt, CoasterTube, et ouais, il y a eu du monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une série très qualitative, parce que même si vous ne vous intéressez pas aux jeux vidéo, il y a tellement d'anecdotes sur les parcs d'attractions, sur la façon dont ils sont façonnés, construits et pensés, que ça peut être très intéressant à regarder. Ah, je suis sûr que vous allez apprendre des trucs desquels vous n'étiez pas au courant, parce que c'est vraiment très documenté tout ça. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, bah, j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous allez vous dire, je vais me lancer dans Silverwood Valley. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que j'ai pas assez insisté là-dessus, mais ça vaut le coup. Et en attendant, nous, on part dans ce fameux univers parallèle où Silverwood Valley n'est pas un parc fictif. Attention à la qualité de la production. Non. Ah voilà, c'est mieux. Matez quand même la qualité de l'effet spécial. Silverwood Valley, c'est quoi? Bah c'est juste un des plus gros parcs indépendants des États-Unis. Ah si t'es pas au courant, fallait suivre mon petit pote, hein. C'est un parc complètement paumé au fin fond du Tennessee et dont la construction a commencé dans les années 70. C'est donc l'un des plus gros parcs du coin avec d'Hollywood. C'est un parc qui essaie de toucher le public le plus large possible en proposant des attractions pour les plus petits, pour la famille et pour les plus téméraires. Et c'est là que ça nous intéresse, nous, pour les plus téméraires. Bah ouais, parce que non content d'avoir un hyper BM, le parc peut en plus se targuer d'avoir un Family Boomerang parmi les plus couillus de la planète, et là pour le coup je pèse mes mots, même si quand on se dit comme ça Family Boomerang couillu, qu'est-ce que c'est? Bah tu vas voir, t'inquiète pas. Mais aussi un grand 8 qui est considéré comme l'un des meilleurs launch coasters du continent américain. Ah bah tout de suite c'est pas rien, ouais. Et si en plus de ça je vous dis que le parc possède un raft extrêmement vicieux et humide, une théma très simple mais très efficace et un cadre reposant et verdoyant, bah là en théorie vous allez vous dire oh ouais ça a l'air pas mal. Sans compter évidemment les petites surprises dont je ne vous parle pas maintenant. Et non, dans les petites surprises satisfaisantes, je ne parle pas d'un certain haro. Allez, c'est parti pour cette visite de Silverwood Valley. Je vous laisse maintenant avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Ah, Silverwood Valley. Vous l'avez attendu ce trip report, hein? Eh ben moi aussi. Voilà un parc qu'il me tardait grandement de visiter et qui me faisait de l'œil depuis un bon moment maintenant. Son côté hybride arrivant à cumuler tant de choses qui me parlent tant, avec quelque chose de très Cedar Fair des années 80, quelque chose de très soigné à la Dollywood et à la Silver Dollar City, le tout mêlé à l'élégance incontestable d'un Busch Gardens. Silverwood, c'est l'un des plus gros parcs indépendants des États-Unis, un parc qui résiste encore et toujours
toujours à l'envahisseur représenté par les parcs de groupe, et c'est une chose qui attise d'autant plus ma curiosité. J'ai donc pu profiter d'un saut dans le Tennessee pour m'attaquer à la bête, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je trépigne d'envie. Oh là là, l'impatience. Bon, malheureusement, alors que je vois Monster depuis le parking, je sais que je ne pourrai pas m'y frotter, étant donné que le parc en a annoncé un retracking à venir, retracking qui sera très certainement assuré par RMC, et ça, on aime, quand bien même le plus sain nous passe totalement sous le nez, forcément. Il s'agissait d'ailleurs de l'un des premiers coasters du parc, un wooden à l'ancienne qui a déjà subi un lifting par nos amis de GCI, mais qui avait toujours la réputation de taper plus que de raison. C'est donc pas plus mal que le parc ait décidé de le retraquer, même si ce layout en out and back, qui avait l'originalité de passer au-dessus de la route, me faisait de l'œil depuis un moment. Et puis, je sais pas pourquoi, mais ce coaster me faisait penser à Raven Flyer 2 à Val d'Amer, ce qui avait de quoi m'intriguer davantage. Enfin, ce sera l'occasion de revenir pour tâter du RMC, et ça, on ne va pas s'en plaindre. Évidemment, de l'autre côté de l'entrée, le regard est immédiatement attiré par les réjouissances à venir, ouvertes celles-ci, qui ne sont autres que les courbes tout à fait alléchantes d'Enchantress, un launch coaster Mac qui semble avoir bouffé une plaquette entière d'amphétamine, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Rien qu'au pretzel passé à toute allure, je sens que lui et moi, on va bien s'entendre. Tu la sens la hype là? Et puis merde quoi, ça a vraiment de la gueule cette histoire, tout ça sans même évoquer le gros BM des familles que l'on peut apercevoir juste derrière. Alors sans plus attendre, c'est parti pour 2 jours de visite de Silverwood Valley. Le temps est au beau fixe aujourd'hui, l'idéal pour visiter ce parc perdu au milieu de nulle part mais avec quelques arguments qui poussent obligatoirement à faire les kilomètres. La Main Street est plutôt épurée et propose une perspective soignée et invitant à la découverte, quand bien même la machine de torture du fond nous suggère de rester sur nos gardes. On ne prendra pas ici de bracelet coupe-fil étant donné que si l'idée vous vient de lâcher 10 $ dans la vaste blague qu'est ce bracelet, vous ne pourrez en profiter que sur The Extreme Expedition, le BM local. Cette montagne russe est la seule attraction du parc à bénéficier de ce système de coupe-fil, et ça sent plus l'arnaque qu'autre chose. Et puis bon, avec un plus 7 à se faire en 2 jours, Monster étant fermé, je pense qu'on sera assez large, même sans coupe-fil maladroitement proposé pour cette unique attraction. Du coup, on prendra notre mal en patience dans les files d'attente, mais qu'importe car l'excitation de la découverte est à son paroxysme. Alors commençons bien, commençons fort, commençons tout en sensation, avec un merveilleux tour de tacos j'ai nommé Silverwood Car Repair. Bon, commençons chaudement surtout, parce que cette file, déjà de bon matin, c'est une fournaise absolue. Genre un enfer tant on crève malgré qu'on ne soit pas dans un bâtiment totalement clos, la faute à ces verrières qui vous font bronzer la pilule et vous font perdre 1 litre de flotte sans que vous n'ayez eu le temps de dire Silverwood Valley. N'empêche, on jette un coup d'œil au staging astucieusement utilisé comme élément de théma, et ça, c'est pas pour nous déplaire. Bon, pour le reste, c'est mignon, c'est soigné, on sent bien les transitions entre les différentes zones pour éviter que le rail de fastage dans la zone qu'il traverse. Mais vous l'avez bien compris, c'est pas là-dessus qu'on prendra le plus notre pied de la journée. Alors au suivant. Le suivant, ce ne sera pas une attraction, mais un petit café des familles récupéré au Starbucks local, astucieusement placé dans la Main Street. Main Street dont le plan d'attaque du jour nous suggérera très fortement de nous éloigner, les gens se jetant tous sur le petit dark ride horrifique qui m'a l'air un brin de chipouille et qui a pour nom Ténébris. Plus d'1 heure d'attente pour ça dès le début de la journée, j'aime autant vous dire qu'en ce qui nous concerne, ce sera pour plus tard. On se dirige donc à l'est du parc qui se montre décidément sous ses plus beaux atours et qui possède un charme très à lui, très ancré et qui promet déjà pour la suite. Nous entrons donc dans la zone Louisiane que nous allons parcourir de fond en comble. Cette zone abrite notamment le fameux Enchantress qui nous aguichait depuis le parking, lui qui est quand même ni plus ni moins que considéré comme l'un des meilleurs launch coasters du continent. Tu la sens encore mieux la hype là? Mais notre dévolu se jettera d'abord sur le premier plus sain du jour, à savoir Dragon, un kiddie Preston et Barbieri qui a pour lui de posséder une jolie petite déco et contre lui d'être absolument désagréable à rider malgré sa petite taille. Comment diable un si petit coaster peut taper autant? Comment diable peut-on se rater sur les bankings avec un layout de 95 mètres? Comment diable peut-on vendre ça à un parc et proposer ça à des gosses sans se considérer comme une grosse merde en se regardant dans le miroir? Ah bah pour le savoir, demandez donc à Preston et Barbieri. Ils seront très certainement plus aptes que moi à vous répondre. Bon, au moins le coaster est autorisé aux adultes, donc plus sain. Allez, on quitte cette raclure de fond de chiottes de chantier et on passe à la suite. On se garde Enchantress pour la suite des hostilités et on en passe au flume du parc que j'ai nommé Airboat Express. Un flume joliment intégré et qui permet notamment d'interagir avec les tacos et Enchantress de la plus sympathique des façons. Le genre d'interaction dont je suis personnellement tout à fait friand. En ce qui concerne le layout en lui-même, rien de plus classique. Airboat Express propose une courte première descente puis une drop finale sans apporter d'éléments particuliers. Un flume à l'ancienne qui souffre d'un excès de classicisme et qui est particulièrement avare en ce qui concerne l'humidité. On s'en est sorti avec 3 misérables gouttes de flotte sur le futal, autant vous dire qu'on a vu plus rafraîchissant. Bon allez, je voulais bien teaser, on en parle depuis le début de ce trip report, alors allons voir du côté du voisin d'Airboat Express qui n'est autre que les très attendus Enchantress. Malgré ce qu'on pourrait en penser de prime abord, ce launch coaster n'impressionne pas par ses
stade qui reste très terre à terre. 769 mètres de long, 18 mètres de hauteur pour 78 km/h de vitesse de pointe. Est-ce qu'on serait pas là en présence d'un coaster qui correspond parfaitement à la définition de l'expression « ce qui compte c'est pas la taille » ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. On entre donc dans la file d'attente du coaster qui est vraiment chiadée, où le parc a fait part d'un sens du détail tout à fait bienvenu, permettant de jolis points de vue où que nous nous trouvions dans la file, et ce dès son entrée qui laisse entrevoir la sortie du tunnel, le launch et le décollage direction le Very Twisted Outer Banks Hill, une figure qui s'avérera, je vous le donne en mille, particulièrement jouissive. Et aussi et surtout très proche de ce que peut faire Intamin. Le reste de la file permet d'avoir une jolie petite vue sur le lift du Flume et propose de tourner autour du launch avant de rentrer dans un bâtiment décoré avec soin et sans saturation. Un bâtiment décoré avec juste ce qu'il faut d'éléments de thématisation et qui nous a bien convaincus. Une petite vue sur les backstage d'Enchantress plus tard que vous contemplez là en vous disant que décidément la technique c'est beau. Nous voici parvenus jusqu'à la gare d'Enchantress qui débite monstrueusement bien. Et ouais, chapeau bas aux opérateurs. Ah bah quand ça bosse bien, faut quand même le signaler hein. La gare, à l'instar de la file, est elle aussi décorée avec goût, pas plus qu'il n'en faut. Et sans même avoir pu embarquer, le ride coche déjà beaucoup de cases. Allez, c'est parti, les portillons s'ouvrent et nous voilà qui posons nos fesses dans ces trains qui restent quand même parmi ce qu'il y a de plus confortable dans le paysage parconautique. On ferme la barre, vérification de l'opérateur et c'est la dispatch. La sortie de la gare est elle aussi particulièrement chiadée, très verte et très soignée, un souci du détail qu'on retrouvera d'ailleurs sur l'ensemble du layout, quand bien même celui-ci sera passé à toute vitesse. Allez, un virage plus loin, nous voici qui nous engouffrons dans un tunnel où se cache une petite Earthline Roll bien vislarde, et nous voilà déjà propulsés par un launch LSM particulièrement puissant pour du Mac, le tout en double up. S'ensuit alors l'un des meilleurs éléments du parcours, le Very Twisted Outer Banks Hill, particulièrement jouissif et qui vous fera méchamment décoller l'arrière-train, tout en vous donnant l'impression que vous allez vous manger le lift du Flume. Un décollage qui sera encore plus amplifié par le camelback suivant, lui aussi très fourni en jet négatif. Un virage relevé plus loin, nous plongeons vers le Pretzel Loop, très désorientant et surtout très bien dosé, lui qui combinera astucieusement jet positif en entame d'inversion et petit bunny vicieux situé dans la fosse et coupant l'inversion en deux. Vous pensez que c'est fini? Eh bien détrompez-vous, étant donné que le parcours se poursuit avec un Zero G Roll particulièrement intense, qui n'a de Zero G que le nom, un petit EGF Turn qui vous fera basculer très vivement de droite à gauche, et une succession de bunny hop eux aussi très fournis en jet négatif. Un véritable rodéo, voilà ce qu'est Enchantress. Un coaster qui n'usurpe pas sa réputation d'excellence et qui prouve que Mac est capable de coiffer au poteau Intamin en mêlant sensations fortes, vitesse, parcours ingénieusement équilibré proposant airtime et inversion pour un cocktail détonnant, le tout avec un confort irréprochable. Parce que oui, pour couronner le tout, Enchantress glisse comme sur des skis. Le parc n'a absolument pas à pâlir de sa nouveauté de l'année qui est très probablement l'une des meilleures montagnes russes de cette nouvelle cuvée et qui fera sans doute date dans l'histoire du roller coaster d'ailleurs, j'aime autant vous le dire. Dites-vous en plus que ce premier tour a eu lieu en tout début de journée. Qu'est-ce que ça va être quand il sera bien chaud ce soir? Eh ben, réponse tout à l'heure. En sortant d'Enchantress, on constate que cette zone possède un charme fou, avec des animations de rue, une théma franchement soignée, une végétation aérée, des atours colorés qui se marient parfaitement à l'environnement et à la décoration. Voilà une zone qui aura été un véritable coup de cœur, sans doute celle avec l'atmosphère la plus chaleureuse du parc. États-Unis oblige, nous avons droit à la petite cathédrale qui va bien au sein même du parc, chose que j'avais déjà pu constater en Allemagne, à Bayern Park par exemple, avec ici une réplique en modèle réduit de la cathédrale de Saint-Louis qui contribue à ajouter au charme de cette zone louisiane. Alors non, pas de tour de chaise volante, en tout cas pas maintenant, parce que mon petit doigt me dit qu'on a mieux à faire dans le coin. Et ouais, parce que non loin de là, nous quittons la zone louisiane pour arriver en contrebas de la zone Trapper, une zone qui ne lésine pas non plus sur le charme et qui s'avère elle aussi tout à fait chatoyante. On y trouve notamment ce Skyfly Gerschloer ainsi qu'un nouveau plus 1 qui se trouve être un Family Tireur, mais qui a surtout la particularité non négligeable d'être un terrain coaster. Dans cette zone qui se veut pédagogique et qui traite de la lutte contre les incendies qui se montrent de plus en plus virulents chaque année aux États-Unis, vous aurez la possibilité d'admirer la très jolie flèche du Family Boomerang local, flèche qui fait grandement penser à celle de Voldamp Fat Trips Drill, ainsi que l'esperluette de The Extreme Expedition, le BM qu'il nous tarde évidemment de rider et qu'on garde sous le coude pour la suite du programme. Eh ben ouais, on vous frustre, mais ouais, c'est comme ça. Et si t'es pas content, c'est pareil. Non mais alors, un petit tour de Skyfly Gerschloer dans lequel je n'aurais pas réussi à effectuer plus de 3 rotations plus tard, lançons-nous à l'assaut du 3ème crédit de cette journée, le Family Tireur Firefighter. Le coaster semble assez prisé étant donné que nous aurons attendu une bonne quarantaine de minutes avant de pouvoir y embarquer. En soi, c'est pas trop étonnant car compte tenu de l'offre, la clientèle est assez familiale et se trouve être la cible toute trouvée de ce genre de grand 8. Tout cela laissant quand même à craindre quant à l'attente que nous aurons à faire pour Trapper's Trap, le Family Boomerang du parc. Allez, il est temps d'embarquer dans Firefighter qui sera tout de même dispatché assez rapidement après notre embarquement, les opérateurs se montrant là aussi tout à fait efficaces. En sortant de la gare, nous grimpons le lift vers une tour de guet qui
qui permet de vigiler les départs d'incendie et nous nous apprêtons à dévaler un layout long de 377 mètres possédant une dénivelée max de 6 mètres et une vitesse de pointe de 53 km/h. Autrement dit, on devrait en supporter les sensations. Néanmoins, bien que n'étant pas la cible, nous avons trouvé que ce coaster jouait très intelligemment avec le terrain, ce qui ajoute véritablement à la sensation de vitesse, son positionnement au sommet de la colline étant très astucieux et donnant cette espèce de sensation de dévaler une piste de luge. Les 2 tours d'affilée mettent certains coups dans la tronche du débit, mais permettent de profiter un peu mieux de ce layout très court, très gentillet, mais qui possède tout de même des arguments jouant en sa faveur, notamment sa constante proximité du sol qui ajoute aux sensations. Agréablement surpris donc par ce petit grand 8 familial dont on n'attendait rien, qui ne casse objectivement pas 3 pattes à un canard, mais qui s'avère plus sympathique que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà une belle porte d'entrée aux joies des grands 8 pour les visiteurs les plus jeunes. Avant de poursuivre la visite, sachez que nous avons décidé de déjeuner au restaurant de poissons de la zone Louisiane qui s'appelle Fisherman's Table, qui soumet une carte assez variée pour qui aime la poiscaille et qui propose des tarifs intéressants pour des plats plutôt bien fichus. Fait suffisamment rare dans les parcs américains pour être signalé. Et en plus de ça, la terrasse bordée par les tacos est très agréable et permet de se ressourcer loin du tumulte du parc, alors on valide. Et puis bah ouais, ça change du traditionnel fast-food quoi. Ouais, on vous le recommande totalement ce resto, vous avez compris. Après cette pause repas, direction la zone Trapper où nous nous arrêterons pour mettre quelques pièces dans les canons à eau permettant d'arroser les visiteurs à bord du raft de Silverwood, dénommé Grizzly Rapids. Un raft qui jouit d'une belle intégration et de chouettes interactions avec Trapper's Trap, le Family Boomerang qui sillonne majestueusement au-dessus du lac. Mais avant Trapper's Trap, attaquons-nous au raft et allons voir sans plus attendre ce que ça donne. Évidemment, sur le chemin de l'entrée, je vous laisse deviner, on a été bluffé par l'intégration des 2 attractions et par leurs interactions captivantes. Ce spot par exemple, c'est le genre d'endroit où je pourrais rester des heures entières à ne faire que filmer pour saisir l'essence très organique du tout. Vraiment, ça respire la vie et cet endroit est particulièrement agréable. Allez, place maintenant à Grizzly Rapids, place aussi au joli point de vue que propose sa file d'attente dans laquelle nos yeux ne savent même plus où se poser tant il y a de choses à voir, et place également à la cacophonie de l'embarquement qui a manifestement été conçu avec le cul et où les gens qui sortent du ride croisent les gens qui veulent y entrer. Faudrait peut-être que quelqu'un signale au parc que là il y a quelques problèmes opérationnels qui se posent. Il y a même des problèmes de sécurité parce qu'une cacophonie sur une plateforme rotative où peuvent se balader des enfants, c'est quand même pas terrible. Bref, après avoir slalomé entre les riders sortants, nous voilà à bord de ce raft qui va s'avérer redoutablement humide. Oui, ça mouille. Le parcours est jonché de pièges tous plus ficelards les uns que les autres, entre jets d'eau à profusion planqués de ci de là, cascades de flotte dans lesquelles viennent s'engouffrer les bouées, la multitude de canons à eau disséminés sur l'ensemble du parcours qu'activent très volontiers les visiteurs présents dans les allées pour nous arroser, et bien sûr les petites vagues qui viennent submerger la bouée et une drop aux 3/4 du chemin qui saura vous rappeler que vous êtes dans un raft américain lors de sa réception. Total, c'est du tout bon, on en redemande et Grizzly Rapids s'inscrit dans ces rafts d'anthologie qui ne lésinent pas sur l'humidité, un type d'attraction particulièrement fourbe aux États-Unis et c'est ça qu'on aime. On sort donc comblé de cette attraction, bien surpris de constater une fois dehors que le parc n'ait pas profité de l'humidité de son raft pour proposer des cabines de séchage payantes, parce que là je dois bien avouer que même nous on se serait peut-être laissé tenter, c'est dire. Ah bah je vous ai prévenu que ça mouillait, oui. Alors, avant de nous attaquer au gros BM qui nous fait de l'œil par-delà la forêt, allons voir ce que le Family Boomerang du parc a dans le ventre. Ce coaster propose un layout custom et a l'air d'en avoir pas mal sous le capot. Donc évidemment, vous vous en doutez, ouais, la curiosité m'envahit. Bon, une fois devant l'entrée, comme d'hab, c'est chiadé, c'est mignon, il y a de la déco sans que ce ne soit trop, et cette petite place enlacée par le coaster est tout à fait ravissante. La file est très simple, mais elle mérite d'être en grande partie ombragée. Un bon point étant donné que, sans surprise, nous avons attendu une bonne heure avant d'embarquer sur le coaster, qui souffre d'un débit profondément lamentable, mais pour le coup, il n'y a pas de surprise. On prend donc notre mal en patience, non sans nous laisser bercer par les grondements du BM qui rugit non loin de là, juste derrière les arbres. Regardez-moi ça comme c'est beau, un BM qui sillonne dans une forêt. Voilà le temps d'embarquer. Alors on se pose et c'est parti pour la conquête de Trapper's Trap. Le lift nous tracte en arrière et voilà que nous dévalons la drop avant de nous élancer dans la gare. La petite drop qui suit la sortie de la gare dispose d'un léger floating bien senti, puis le coaster s'énerve soudainement. Premier virage relevé qui nous balance une bonne dose de jet positif avant de nous amener vers un camelback légèrement incliné sur l'extérieur qui fait clairement son effet. Avec, vous vous en doutez, compte tenu de la vitesse, un bon airtime à la clé. Le coaster s'engouffre ensuite dans une drop généreuse en passant sous le pont qui me plaisait tant tout à l'heure et nous envoie vers un nouveau camelback un peu moins fourni mais au floating non moins appréciable. S'ensuit la traversée d'une cabane qui surplombe le lac du raft et nous arrivons sur la flèche qui procure un bel effet de flottement, surtout pour nous qui ridions la première rangée. La marche arrière perd un peu de sa puissance mais conserve des qualités de dosage de jet négatif très bien menées
nez et nous amène vivement vers la station où nous nous dirons avant même d'être sortis du train: bon sang, mais c'est vraiment très bien ce Family Boomerang. Le parcours est surprenant, bien dosé, les sensations sont présentes sans être trop extrêmes et propose un cocktail très cohérent et varié qui satisfera à coup sûr l'intégralité de la famille. Pas étonnant que l'attraction soit prise d'assaut car les gens ne s'y trompent pas. En termes de grand 8 familial, on a vraiment affaire là à de la bonne cam. Allez, ne faisons pas chuter l'enthousiasme et dirigeons-nous immédiatement dans les hauteurs de la zone Trapper, directement vers The Extreme Expedition, un hypercoaster BM de 66 mètres de hauteur, 1379 mètres de longueur et 118 km/h de vitesse max. De l'extérieur, la gare est simple mais très jolie. Tout cela a d'ailleurs des atours d'Expédition Everest version minimaliste, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. En version amoindrie évidemment, notamment avec cette file d'attente sans trop d'intérêt de prime abord, mais qui nous mène vers une station minutieusement décorée, confirmant davantage cet adage qui colle à la peau du parc depuis le début de la visite, à savoir qu'on n'en fait pas plus qu'il n'en faut et que c'est très bien comme ça. Le débit du coaster est vraiment monstrueux et à peine après avoir attendu une vingtaine de minutes, il est déjà temps pour nous d'embarquer. On prend donc place à l'arrière et c'est avec une franche satisfaction que nous retrouvons le confort des sièges baquets de BM qui font quand même grandement plaisir. Allez, la lap bar est en place, l'opérateur lève le pouce, il est grand temps de partir à l'ascension du Denali, la plus haute montagne des États-Unis. Ah bah t'as vu, j'ai suivi la storyline hein. Le lift prend tout son temps pour être grimpé, mais l'excitation grandit à mesure que les mètres sont engloutis par la bête. Une fois en haut, l'arrière du train se fait tirer très fortement par le poids de l'avant qui est déjà engagé dans la première descente. Cette drop est d'ailleurs très impressionnante, très longue, très pentue, suffisamment pour que nos fesses ne touchent plus du tout le siège alors que le train s'y est totalement engouffré. Le premier creux passe sans encombre, sans vibration et le camelback qui suit propose un joli petit floating qui s'illustre par sa longue durée, ponctuée par une cassure qui nous fait passer du floating à l'airtime sans crier gare. S'ensuit une esperluette bien planante, aussi amusante on-ride que fascinante off-ride. Et nous déboulons ensuite à toute berzingue sur un virage très incliné qui nous expulse littéralement vers la gauche. Après cela, le train part à l'ascension d'un camelback avec changement de direction à la nitro et d'un autre camelback traditionnel suffisamment bien dosé pour qu'on en redemande. Quand bien même, eh oui, on en aurait voulu un peu plus, c'est vrai. Arrive ensuite ce que je pourrais appeler les freins de fin de parcours parce que certes ce sont des mid-breaks mais l'Helix et les deux bunny up qui suivent sont suffisamment anecdotiques pour qu'on les oublie à peine descendus du train. Et voilà, la bête retourne en gare et c'est fini. Un verdict sur The Extreme Expedition? Bah je veux mon neveu. Le coaster trouve clairement sa place parmi les bons hyper BM sans pour autant côtoyer la grâce d'un Shambhala. Sa première partie est redoutablement efficace jusqu'au virage succédant à l'esperluette. Les deux camelbacks qui suivent sont chouettes mais ne rivalisent pas pour autant avec ce qui a précédé et la fin reste malheureusement anecdotique. The Extreme est donc un coaster évidemment très sympathique comme on aimerait en trouver un peu plus dans nos contrées mais qui ne possède pas ce petit quelque chose qui lui permettrait d'entrer dans la cour des grands. On a là affaire à un coaster qui est quand même mieux que Silver Star et moins bien que Shambhala. Mais enfin on ne va pas bouder notre plaisir et ça ne nous empêchera pas d'en refaire un tour durant notre séjour. Changement de zone, changement d'ambiance, sortez le Prozac pour la déprime et l'aspirine pour les maux de tête, vous allez en avoir besoin. Mais avant d'embarquer sur notre tortionnaire que nous essayons tant bien que mal d'éviter depuis le début de cette journée, je vous propose de faire un petit tour du quartier. Cette zone est manifestement la plus ancienne du parc et reste encore ancrée dans son jus. Je vous cache pas que tout cela a du charme, quand bien même le côté Cedar Fair dénote drastiquement des zones Louisiane et Trapper. On y trouve la cohorte d'attractions traditionnelles avec un paratrooper aux couleurs discutables, un vieux scrambler Ellie Bridge qu'il vous faudra absolument faire quand vous irez aux USA tant c'est une institution locale, un petit carrousel dont vous pourrez vous passer sans ressentir de regrets particuliers, ainsi qu'un joli whip rethématisé et particulièrement bien conservé par le parc, étant donné que cette bestiole accuse près de 100 ans de service au compteur et continue à fonctionner sans accroc. Bon, c'est pas le ride le plus bandant de l'histoire, étant donné que ces longues lignes droites sont bien has-been et que le fun ne réside que dans les bascules aux extrémités, mais le tout fait tellement artisanal et folklorique qu'il serait dommage de s'en priver en allant aux États-Unis. Par contre, on ne se sera pas essayé aux Midway Games qui sont là aussi une institution mais qui demande de claquer son PEL dans l'espoir de gagner une misérable peluche. Néanmoins, on constatera très étonné que les Américains, eux, en raffolent et que si ces zones peuvent être désertes en Europe, ces jeux sont constamment sollicités par les Américains, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Enfin, il sera difficile de passer à côté de la Power Tower du parc, comprenant 3 tours chacune composée de séquences différentes. Nous avons d'ailleurs notre petite préférence en ce qui concerne la tour orange, qui propose un habile combo de Space Shot et de Free Fall, somme toute bien efficace et qui nous aura bien convaincus. Donc si le temps venait à vous manquer, nous vous conseillerions de privilégier celle-ci. Bon allez, on a essayé de l'esquiver autant que possible, mais maintenant il n'y a pas le choix, l'appel du plus sain se veut plus fort que l'instinct de survie.
sortie. Oh putain, je sens qu'on va douiller. Oh non, 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 non. Cette belle merde que vous avez là devant vous, c'est Blue Eagle, un looper arrow comme tout chasseur de crédit peut craindre d'en croiser. D'une longueur de 1223 mètres, d'une hauteur de 41 mètres et d'une vitesse max de 92 km/h. A savoir que ce coaster a constitué un record à son ouverture en cumulant 7 inversions sur son layout, record égalé ensuite par notre Goudurix national, et ça on n'en est pas peu fier. Ce coaster est aussi typique et photogénique à l'extérieur qu'il est brutal et antipathique à l'intérieur. Mais pour s'en rendre compte évidemment, va falloir le rider. On s'engouffre donc entre les deux inversions du Batwing dont les bankings annoncent déjà les atrocités des événements à venir. Et on essaie de maîtriser et de retenir le layout pour pouvoir l'anticiper. 3 loops, un Batwing, 2 corkscrews, voilà qui devrait déjà nous donner du fil à retordre et nous causer quelques traumatismes aux vertèbres. La file d'attente sillonne le long de la gare et permet une vraie proximité avec la fin du layout, laissant également entrevoir la gloire d'antan d'un coaster qui n'est peut-être pas aussi sollicité qu'avant. On atteste notamment cette partie de la file laissée à l'abandon mais qui draine toujours bon nombre de visiteurs pensant naïvement passer un bon moment sur la bête ou souhaitant tout simplement en découdre avec cette abomination d'un autre temps. On entre donc dans cette énorme gare typiquement américaine et il est temps pour nous d'embarquer. Nous prenons place à l'avant de cette machine de torture du Moyen-Âge que n'auraient même pas osé utiliser les tortionnaires les plus sadiques de l'époque et c'est parti pour la souffrance et le sang. À peine la dispatch effectuée, on sait qu'embarquer là-dedans était une mauvaise idée et notre instinct de survie nous rappelle à lui. D'autant plus lorsque le tout premier virage permettant d'arriver au lift nous met déjà une mandale bien mémorable. Ah bah ça annonce du lourd pour la suite, ouais. Le lift, lui, est grimpé très tranquillement, comme pour te laisser le temps de tergiverser, de faire un point sur ta vie et de bien imaginer les horreurs que tu vas subir dans la minute qui va suivre. Une fois là-haut, rien ne va plus. Mais quand faut y aller, faut y aller. La première drop ne procure absolument rien si ce n'est une montée d'adrénaline en voyant arriver le reste des hostilités débouler droit sur nos tronches. On passe le premier loop culminant dans le ciel à la manière de Viper, un loop qu'on passe non sans encombre puisqu'il commet l'exploit de vous mettre une bonne torgnole à son sommet. Tout cela est suivi d'une règle commune à toutes ces saloperies, à savoir que le moindre virage est synonyme de crochet dans la mâchoire et nous nous engageons dans les 2 loops suivants qui sont aussi insipides que brutaux. S'ensuit un demi-tour vers les mid-break en nous prenant encore une bonne tarte dans la gueule à l'entame et à la sortie du virage. Ah ouais, quelle merveille, je vous jure. Mais tout ça c'est rien comparé à ce qui va suivre. Parce qu'au bout de la drop qui arrive, c'est âme sensible s'abstenir. Le banking est tellement foireux dans la transition qu'on comprend mieux cette idée de layout conçu avec un cintre et qu'on se dit que les mecs qui ont fait ça sont complètement malades. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Vraiment, mais ça mérite rien d'autre que l'internement à ce niveau-là. Ils sont complètement tarés, les mecs. Bon bah ça loupera pas, hein. Une fois en bas, vous vous prendrez à nouveau une tatane bien vigoureuse et permettant de bien laisser l'empreinte de vos chicots dans le harnais. Et on poursuivra vers un non moins vigoureux Batwing qui aura pour but d'achever ce qui avait miraculeusement survécu au déchaînement de violence précédent, venu s'abattre sur nos pauvres corps. Oh putain de bordel, ce Batwing. Ah bah ouais, là c'est simple, hein. Il doit avoir été conçu par les labos pharmaceutiques en vue de vendre des kilos d'aspirine à chaque ride. Je vois pas d'autre explication. Il devrait mettre un distributeur de cachet à la sortie d'ailleurs, parce que là, que ce soit à son entame, entre les 2 inversions ou à la sortie, il y a absolument rien qui va. Toutes les transitions sont foireuses et toutes les transitions sonnent comme un uppercut de Mike Tyson qui vous sécherait au sol dès le premier round. Non mais est-ce que c'est sérieux une merde pareille les gars? Ça me fout dans une colère à éclater tout le mobilier autour de moi putain. Et tu croyais qu'après tout ça on allait respecter ton cadavre et le laisser tranquille? Bah non, tu parles. Autant continuer à te malmener au point où t'en es. Donc vas-y que je t'envoie 2 corkscrews aussi bien calculé que la résistance du réacteur de Tchernobyl et que je te propose de revenir en gare non sans te proposer un changement de direction extrêmement foireux, histoire de te mettre une dernière petite mandale avant de te laisser pour mort sur les fins de parcours. Verdict? Comment ça, verdict? Tu veux vraiment un verdict? Ce coaster est une merde infâme, même pas bon pour la casse tant il risquerait d'irradier le reste de la ferraille stockée là avec ses atomes fondamentalement mauvais et corrompus. C'est un 0 sur 20, un moins 1000 sur 20, un génocide sur 20, ça n'a aucun sens, on n'y prend aucun plaisir. C'est d'une violence à faire passer Ramsay Bolton de Game of Thrones pour un enfant de cœur et ça n'a pour seul intérêt que de remplir les agendas de consultation des ostéopathes qui doivent évidemment s'en donner à cœur joie pour remettre en place tous les os que cette cochonnerie a réussi à déplacer dans votre carcasse, hein. Ça c'est ma gueule à la sortie du haro.
Oui, c'est du ketchup, oui. Allez, on va se manger une petite glace dans le diner d'à côté, on se prend une aspirine pour prévenir le mal de tête qui pointe le bout de son nez, et on passe à la suite. Putain, je vous jure. Et quoi de mieux après l'inévitable haro de parc américain qu'un peu de patriotisme outrancier vantant la grandeur des USA et de sa course effrénée à la conquête spatiale. On se recueille donc quelques instants devant le mémorial des astronautes et on part à la conquête de la zone indoor du parc qui continue de nous insuffler ses relents de réussite et de rayonnement américains. Outre le rappel que le parc tient à nous faire concernant le fait que les Américains ont été les premiers à marcher sur la Lune, il nous propose aussi 3 attractions dont un crédit sur lequel nous allons nous attarder bientôt. En soi, cette zone indoor est particulièrement kitsch mais possède beaucoup de charme, quelque chose de très daté, de très vintage, mais qui possède une espèce de poésie à la Epcot. La zone a donc été validée par toute l'équipe du double, ça je vous le garantis. On se sera autorisé un tour d'auto-tamponneuse représentant ici de petits vaisseaux, parce que je crois que jamais de ma vie je ne me lasserai de ce genre de ride. Un tour qui nous aura permis de constater que le parc s'est quand même bien donné quant à la thématisation de la file et de l'attraction, et ça c'était à souligner et à mettre à son crédit. Et encore, en ce qui concerne la thématisation, le Dark Ride interactif local nommé Alien Attack n'a rien à envier aux auto-tamponneuses, alors engouffrons-nous dans la file pour en constater davantage. Après une bonne trentaine de minutes d'attente, nous arrivons au moment d'embarquer. On sent clairement les inspirations de Buzz Lightyear à Disneyland Paris, et on sent que cette attraction est la plus récente de cette zone indoor. Sans parler du modèle et de sa technique, la modernité du ride épouse volontairement le kitsch réjouissant de la zone, et tout est fait pour ne pas dénaturer ce quartier, plutôt pour en assurer la pérennité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne. Le mélange entre décor réel et écran LED soigneusement intégré fonctionne bien. Bon, je suis pas très friand de ce type d'attraction à piou-piou, mais là, force est de reconnaître que le tout est assez bien fichu, que les différentes salles sont bien fournies et bien agencées, suffisamment pour donner l'illusion que le ride est plus grand et plus riche en éléments qu'il ne l'est réellement. Bon, c'est vrai, on aurait apprécié qu'il y ait une ou deux scènes en plus, histoire de justifier davantage le temps d'attente compte tenu du fait que cette attraction est particulièrement prisée par les familles. Mais bon, on imagine que l'enveloppe allouée à cette attraction a déjà dû être suffisamment salée comme ça. Et oui, parce qu'un Dark Ride, quel qu'il soit, ça a un coût non négligeable, hein, ça c'est sûr. On ne va donc pas bouder notre plaisir et clairement on ne s'attendait pas à trouver ce type d'attraction dans ce parc. Une surprise plutôt sympathique et un nouvel argument positif à ajouter à Silverwood Valley. Bon allez, vous commencez à me connaître, je suis un petit peu maso et je fais partie de ces sombres énergumènes qui apprécient Eurosat et Spatial Experience. Ouais, je suis comme ça. J'adore l'aspect ultra roots et burné de ces petits coasters qui tapent un peu plus qu'il n'en faut, c'est sûr, mais sans pour autant faire mal de manière outrancière. Coucou Haro. Et qui surprennent en plus avec leur layout biscornu, étant bien aidés par leur situation indoor et le fait qu'ils fassent absolument noir dans leur bâtiment d'accueil. Alors envolons-nous pour leur homologue, à savoir Surfing with Aliens. L'entrée de l'attraction possède un charme fou. À l'intérieur, la file est un comble de kitsch, mais comme partout dans cette zone, c'est tout à fait bienvenu, et c'est ce qui fait que ça fonctionne tant. Une vingtaine de minutes d'attente aura été nécessaire avant d'embarquer dans les trains custom de ce style coaster Mac, toujours assez peu confortable, mais on survivra. La gare est très sympathique et fait penser au Spatial Experience de Nigloland. Les dispatchs sont aussi très rapides, et au moment du départ, nous constatons qu'une bande originale synchronisée au ride nous accompagne, une bande originale composée par la très talentueuse Tolvi. De quoi faire monter un peu plus la tension pour un genre de coaster que je trouve être un véritable concentré de fun. L'ambiance, la musique, les lasers, les cris qui résonnent dans le bâtiment, tout contribue à faire monter la pression et à se lâcher une fois la drop atteinte. Mais avant cette drop, il faudra en passer par le classique lift circulaire, grimper ma foi assez rapidement. Une fois le train lancé sur le parcours, et comme il était prévu tacitement dans le contrat, c'est un enchaînement de virages brusques, d'à-coups, de gros fous rires, de déco cheap et de musique assourdissante qui viendront s'entremêler pour donner vie à un coaster que je ne vous recommande absolument pas de faire si vous avez le moindre problème de dos ou de cervical, mais qui me paraît immanquable si comme nous vous cherchez un bon gros cocktail de fun et de n'importe quoi. Autrement dit, sans être le coaster du siècle et tout en restant plutôt violent, Surfing with Aliens c'est le genre de ride de coup de cœur à côté duquel il ne faut absolument pas passer, sauf contre-indication de santé. On s'autorise ensuite un nouveau petit tour de The Extreme Expedition, parce que c'est quand même vachement bien malgré la réserve que je conserve vis-à-vis de sa seconde partie, et un nouveau tour de la meilleure attraction du parc qui n'est autre qu'Enchantress et qui se trouve dans cette catégorie de coaster dont on rêve la nuit. Ce deuxième tour aura été encore plus jouissif que le premier. C'est punchy, c'est intense, c'est varié, c'est sans temps mort, c'est validé à 4000%. Ah bah c'est pas la même école que Blue Eagle, hein, ça c'est sûr. Blue Eagle qui doit être encore plus infernal de nuit, mais qui est joliment éclairé, évidemment, aux couleurs du drapeau américain. Pour finir cette journée, nous aurons profité du fait que le Dark Ride Ténébris soit moins peuplé pour aller nous y essayer. Si l'attraction peut paraître totalement cheap à l'extérieur, elle rassure une fois dans la file d'attente qui se montre un peu plus soignée que prévu, avec quelques éléments surprenants que je vous laisserai la surprise de découvrir. Un conseil seulement, restez éloigné de cette fenêtre autant que faire se peut. Sinon, il y a peut-être une petite surprise qui va vous sauter à la gueule, ouais. Ténébris est une attraction assez ancienne qui semble avoir été retapée à plusieurs reprises et
qui semble être à l'origine un modèle forain. Les trains sont composés de 3 nacelles distancées de 3-4 bons mètres les unes des autres et la dispatch nous envoie directement dans une première pièce à la Phantom Manor avec un ersatz de Madame Léota qui trône sur un piano à queue. Je vais néanmoins éviter de trop vous en dire sur cette attraction qui comporte un bon lot de surprises plutôt enthousiasmantes et qui se montre bien plus réussie qu'il n'y paraît. Bon, c'est kitsch, hein, mais un peu du même genre de kitsch que la zone indoor visitée juste avant. C'est-à-dire un bon kitsch comme on aimerait en trouver un peu plus souvent. Ce que j'appellerais d'ailleurs le kitsch réjouissant. Et plus que ça, le ride arrive à combiner quelques bonnes idées qui font qu'il reste bien plus intéressant qu'il n'y paraît de prime abord. Par contre, petit disclaimer, il y a largement possibilité qu'il effraie les plus jeunes, donc attention à qui vous emmenez là-dedans. Ah d'ailleurs, tiens, si vous emmenez les plus jeunes, sachez que l'attraction comporte 2 petites descentes, mais n'hésitez pas à bien tenir les plus petits dans la deuxième et dernière drop, histoire d'éviter qu'ils se fassent mal en bas de celle-ci. Parce que, ouais, même pour un adulte, le virage est franchement rude. Et voilà, le parc ferme ses portes et procède à la clearance. Les visiteurs prennent le chemin de la sortie et finissent leurs emplettes dans les boutiques de souvenirs du parc. En ce qui nous concerne, l'aventure Silverwood Valley ne s'arrête pas là, car nous profitons de ce court séjour aux États-Unis pour nous permettre une nuit à l'hôtel du parc et un deuxième jour de visite supplémentaire pour profiter des arguments tout à fait convaincants que Silverwood a à nous proposer. Le calme gagne peu à peu le parc, les attractions sont à l'arrêt, seuls retentissent encore quelques musiques d'ambiance et le bruit de la nature. Les murmures des grillons et le chant de la nuit se propagent dans les caresses d'un vent doux et cajoleur. Nous prenons la route du Silverwood Camp dans lequel nous avons loué un petit lodge pour la nuit et traversons donc le chemin d'accès à notre pied-à-terre. Pour y accéder, vous traverserez un sentier plongé en pleine Louisiane et proposant quelques superbes points de vue sur Airboat Express et sur Enchantress qui hypnotise avec ses courbes et ses jeux de lumière parfaitement travaillés. On pourrait rester là des heures à contempler ce balai lumineux et à profiter de l'ambiance si particulière que propose cette allée vide de visiteurs la nuit. Voilà qui nous donne déjà hâte d'être à demain pour pouvoir profiter à nouveau des joies de ce grand 8 qui restera assurément gravé dans nos mémoires. L'hôtel, lui, ressemble à une espèce de grand chalet fait de bois, de pierre et de chaux. L'environnement est très calme, très reposant et le restaurant dont nous avons pu profiter ce soir-là est de bonne facture, bien que les prix soient assez élevés. Restaurant situé à l'intérieur même de l'hôtel, évidemment. Nous aurons ensuite opté pour une petite promenade digestive autour du lac de l'hôtel, avec quelques points de vue plutôt réjouissants, notamment sur la sympathique esperluette de The Extreme Expedition. Nous avons pu profiter d'un rabais sur les lodges qui ne sont habituellement franchement pas donnés, mais compte tenu de la prestation et du confort qu'ils apportent, les tarifs élevés restent cohérents. Et surtout, notre lodge nous aura à nouveau permis de profiter d'une vue imprenable sur l'esperluette, et c'est vrai que dormir si près d'un BM, c'est quand même pas donné à tout le monde. La terrasse arrière donne quant à elle sur le Flume et sur Enchantress, mais pour le voir, il vous faudra plisser les yeux et bien vous concentrer, dans le parc a fait en sorte que nous soyons à la fois proches et en retrait de son enceinte. Toujours est-il que malgré cette apparente proximité, le calme était particulièrement reposant, donc si vous en avez l'opportunité, on vous conseille absolument ces lodges. Le lendemain, nous avons pu profiter d'une ouverture anticipée pour les résidents du Silverwood Camp, et avons ainsi pu profiter très tranquillement de The Extreme Expedition, du sublime Enchantress, du très surprenant Trapper's Trap, du bien mouvementé Surfing with Aliens, et de l'étonnant, quoique trop court, Alien Attack, et ce pendant près d'une heure avant que le parc n'ouvre pour tous les visiteurs. Le reste de la journée s'est accompagné d'un temps toujours aussi radieux, sans tour de haro pour venir obscurcir le tableau ce coup-ci, et on en aura profité pour refaire les attractions qui nous avaient bien emballés hier, notamment le raft Grizzly Rapids et le charmant Dark Ride Ténébris qui vous surprendra certainement davantage que ce que vous pourriez imaginer de prime abord. On se sera évidemment adonné encore à des tours de The Extreme Expedition et d'Enchantress, puis il sera venu pour nous le temps de mettre les voiles, non sans nostalgie, mais avec des souvenirs qui pétillent déjà dans nos têtes. Alors, un verdict sur Silverwood Valley? Bah bien sûr, pas de problème. Déjà, niveau entretien, le parc est impeccable. C'est vert, c'est propre, c'est soigné, le personnel est aux petits soins et l'expérience visiteur semble vraiment être une priorité pour la direction. Le parc propose un panel d'attractions qui pourra satisfaire tout le monde, aussi bien les aficionados de sensations fortes que les plus petits, et certaines attractions qui ne paient pas forcément de mine vous mettront sur le cul bien plus fort que vous ne l'imaginez. Je pense en premier lieu au petit mais très costaud Enchantress qui est vraiment un must en la matière. Puis si on se dit qu'en plus leur Wooden devrait être honoré par un retracking RMC, de nouveaux arguments viendront plaider rapidement en faveur du parc. Silverwood est une excellente combinaison de ce qu'on peut trouver ailleurs aux États-Unis, avec des aspects Cedar Fair qui auraient rencontré Dollywood et Busch Gardens, et ce cocktail est franchement détonnant. Il s'agit là d'un parc qu'il vous faudra absolument visiter lors de votre prochain trip américain, un parc qui devra figurer sur la to-do list de tout coaster fan ou de park fan qui se respecte et qui vous ravira à coup sûr tant la volonté de bien faire de sa direction est palpable et se traduit dans l'offre proposée. Vraiment, la décision de visiter ou non Silverwood Valley ne doit souffrir d'aucune hésitation. Alors si vous en avez l'occasion, foncez-y les yeux fermés. Mais si vous n'y
n'y allez pas les yeux fermés, je vais vous foutre un bon coup de pied au cul, vous allez y aller plus vite que vous ne le pensez, hein. Ah, on aimerait bien voir un autre parc émané de la Coasters World Company, hein. Peut-être viendront-ils tenter leur chance en Europe, hein, peut-on rêver? Bon, vous avez quand même vu que le parc dispose tout de même de quelques arguments qui pousseront certains à faire les kilomètres pour en franchir les grilles. En ce qui nous concerne, nous, avec l'ouverture d'un RMC, bah, il y a des chances qu'on y retourne, hein. Et ce sera pas pour nous déplaire, ouais, parce que ça permettra de refoutre notre cul sur Enchantress, par exemple, qui fait encore rêver tout le monde. Ah, dans toute l'équipe, c'est simple, il y en a pas un qui n'ait pas été marqué par Enchantress. C'est clair, c'est simple, c'est concis. On a tous été plus ou moins d'accord pour dire que The Extreme Expedition, l'hyper BM du parc, était très bon, mais manquait un petit peu de saveur sur la fin. Et on a tous été d'accord pour dire que le Haro est une catastrophe intersidérale. Vraiment, ça a été conçu par quelqu'un qui n'aime pas les êtres humains. Ah non, il peut pas en être autrement. Ça sort vraiment d'un esprit malade. Et pour le reste, bah, si tu fais un trip dans le Midwest américain, tu peux pas passer à côté de ce parc. Et ouais, petite feuille de route, comme ça, tu peux commencer par Cedar Point, tu fais ensuite Kings Island, tu fais Holiday World, tu fais Dollywood, et enfin t'arrives à Silverwood Valley. En plus, c'est un parc américain globalement assez reposant, parce que l'offre n'est pas aussi étoffée qu'ailleurs, en tout cas en termes de quantité numérique. Et ouais, c'est pas un parc qui comporte 15 crédits à faire sur la journée et qui s'étale sur 200 hectares, pas du tout. Comme tu l'as vu, c'est quand même assez grand, d'accord, mais ça reste tout de même à taille humaine, et en fin de compte, quand on prend un petit peu de recul, c'est même assez condensé. Et d'ailleurs, si on est allé dans les lodges le soir, c'est pas parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, mais c'est parce que, bah, on voulait faire les rombières et pouvoir profiter du séjour un max, quoi. Tout simplement. En plus, si tu te débrouilles bien, bah, tu peux tout faire sur une journée, et eux, ils vont pas te pousser à la consommation, quoi qu'il en soit, parce que leur bracelet coupe-fil de l'arnaque, là, bah, il te permet uniquement de monter sur The Extreme Expedition. Ouais, un bracelet à 10 balles pour avoir un coupe-fil à une seule attraction, non. Et d'ailleurs, il y avait pas beaucoup de visiteurs dans le parc, hein, qui avaient ce bracelet, parce que tout le monde flaire l'arnaque, en fait, hein. Je sais même pas comment ça marche, leur truc. Encore, s'ils proposaient ça pour Ténébris, pour Firefighter, pour Alien Attack et ou Trapper's Trap, qui sont les 4 attractions qui comportent le plus de files d'attente dans la journée, bah, à la limite, ça aurait eu un sens, et on se serait dit, bah, peut-être que je vais céder et même pouvoir payer 20 balles pour ça. Mais là, 10 balles pour une attraction qui en plus débite à bloc, j'ai pas compris l'intérêt. Enfin bon, tout ça n'enlève rien au fait que Silverwood Valley est un parc absolument charmant dont nous vous recommandons totalement la visite. Et là, en ce qui nous concerne, bah, je crois qu'il est temps pour nous de revenir dans notre dimension, là. Non, toujours pas. Voilà qui est mieux. Il est donc temps pour nous, dans un premier temps, de souhaiter un très joyeux anniversaire à Silverwood Valley qui fêtera le 5 avril 2021 son premier anniversaire. Donc joyeux anniversaire. Et puis dans un second temps, il est venu le moment pour nous de clôturer cette vidéo sur Silverwood Valley. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas et que vous ne connaissiez pas la chaîne, bah n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tout le monde, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. Et puis un partage, et puis un commentaire, et puis de l'amour, et puis tout ira bien. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, on en reviendra au parc réel et à la continuité du trip report consacré à la Floride, et là en l'occurrence à Magic Kingdom. Et jusqu'à cette prochaine vidéo, et ben comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!